Salut Mokhtar, comment tu vas? Bonjour Karim. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Galère d'entrepreneur, donc un galère au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de galères dans la vie d'un seul entrepreneur. Et pour commencer, en fait, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut que tu saches que c'est toi qui as la genèse de ce concept. Oh bah c'est gentil ça. Je vais t'expliquer, tu vois, il y a à peu près 5 ans, quand je travaillais dans l'association Créo que tu as toi-même créé, hein, Mokhtar, avec Mohamed Adou. Exact. Et un jour, tu faisais une formation dans le cadre du concours révélateur de talent chez L'Oréal. Et cette formation, le nom, c'était Comment planter sa boîte. Sacrée formation, oui, effectivement, je m'en souviens. Et en fait, ça m'a marqué. Tu vois, l'angle que tu as pris pour présenter ta formation, c'est resté dans ma tête. Et cette manière de prendre à contresens le sujet. Et en fait, quand j'ai voulu lancer le podcast sur l'entrepreneuriat, je voulais pas faire comme tous ceux qui parlaient de la réussite d'un entrepreneur. Et d'où la naissance de Galère d'entrepreneur. Donc déjà, merci Mokhtar. Bah merci Karim en Merci tout cas pour tous ceux qui de me écoutent donner ce l'occasion. podcast, c'est grâce à toi. Bah, merci encore. Je trouve que l'idée que tu as eue est très intéressante. Effectivement, bien souvent on nous donne des exemples qui sont pas forcément accessibles et donner la parole aux entrepreneurs qui galèrent, ça peut être aussi motivant de se projeter avec eux. Alors première question, est-ce Oui. que tu peux te présenter déjà rapidement pour les gens qui nous écoutent Bien et sûr, qui ne te Karim. connaissent pas? Donc, je m'appelle Mokhtar Farhat, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur, je dirige une société qui s'appelle Starter United, qui est une agence de développement de réseaux de franchise. Donc, j'aide les jeunes concepts qui ont fait leurs preuves à se développer et à ambitionner être un futur McDonald's. Donc, mon travail consiste à les accompagner au quotidien dans la mise en place de ces réseaux de franchise. Par ailleurs, j'ai eu la chance de connaître Karim au travers d'une expérience qui nous rattache, celle de Créo, qui est une association d'aide à la création d'entreprises implantée au cœur de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec laquelle une bande de copains et d'amis avait une idée, c'est celle de permettre à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs de le devenir et de le faire avec la chose la plus simple possible, c'est de bénéficier d'expériences des autres pour pouvoir y arriver. Et Karim, qui est un ancien de Créo lui aussi, a apporté sa pierre à cet édifice-là qui permet aujourd'hui à beaucoup d'entrepreneurs d'être à la tête de ces entreprises et de pouvoir raconter leurs galères. C'est le but. Et est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de la création de Créo? Moi, je la connais, mais Il y en a plein elle est en fait. intéressante. Il y en a plein en Il y a fait. plusieurs versions. Oui, il y en a plein. Il y a celle qui nous a réellement poussé, je dirais, à entreprendre et à créer aujourd'hui cette association. Il y a celle qui nous a permis de créer le concours. Ouais. En règle générale, en fait, si tu veux, moi comme Mohamed, on avait un boulot. On était, pour chacun d'entre nous, issus de cette ville d'Aulnay-sous-Bois où on a grandi, où on a fait notre scolarité là-bas, où on a vu la réalité de ce qu'est une vie dans ces quartiers qui peut parfois être dure, mais surtout on a vu aussi beaucoup de solidarité et d'entraide. Donc c'est pas un tracé, je dirais, juste un tableau morose, mais au contraire, c'est très positif pour moi parce qu'il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'engagement. En 2005, finalement, on s'est posé une question avec Mohamed, exactement en 2003, c'est que chacun de nous était dans son boulot. Mohamed était à la Défense, il travaillait dans un groupe en tant qu'ingénieur informatique, moi pareil de l'autre côté, et on avait cette culture de s'entraider. Et on voyait que malheureusement, dans le domaine de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, beaucoup de portes se fermaient à nous, et finalement, de quelque chose qu'on faisait les week-ends, avec Mohamed, où des gens venaient échanger avec nous demander comment je peux faire un business plan, comment je peux créer une boîte. Ça a commencé à la maison, donc ça a en défilé. Ma femme se posait beaucoup de questions à cette époque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, tout doucement, on a créé cette structure qui permettait, et qui permet toujours, aux hommes et aux femmes qui ont des questions, qui veulent créer leur entreprise, de pouvoir le faire. Alors, il y a des petites anecdotes. Il y en a, c'est surtout, en fait, le regard qui était porté sur nous, des institutions qui existaient à l'époque et qui nous voyaient arriver avec beaucoup d'énergie, beaucoup de punch, beaucoup de dynamisme pour une association
des bénévoles, et finalement, ces grandes structures qui avaient pignon sur rue, très institutionnelles, mais ils nous disaient, mais vous n'êtes pas des professionnels, vous faites quoi ici Ils vous ont pas pris au sérieux, en fait. Ouais, effectivement, c'est, je pense, un petit peu notre parcours. Je dirais pas le faciès, mais ça collait pas trop, quoi. Vous voulez faire de la création d'entreprise. Vous voulez aider des gens. Non, soyons sérieux, c'est pas possible. Et ben en fait, c'est ça qui était motivant pour nous, c'est le nous. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est celle en fait d'une association qu'on a accompagnée quand on était à Créo. C'était une association humanitaire. Et c'était une bande de jeunes qui avaient un projet humanitaire en Afrique et qui sollicitaient des entreprises et qui leur demandaient de financer le voyage pour la construction et la rénovation d'une école en Afrique. Et beaucoup de gens ne les prenaient pas au sérieux. Et malgré tout cela, ils ont réussi à faire ce projet. Et ils ont fait une soirée de remise des prix où ils ont montré le diaporama, la vidéo de ce qu'ils ont réalisé. Et dans l'interview finale, il y avait les remerciements. Et les remerciements, j'ai trouvé que cette fille vraiment qui avait pris la parole, elle a illustré un petit peu ce qui nous anime. Et elle a dit une phrase qui pour moi résonne encore, c'est « Je remercie tous celles et ceux qui ont cru en nous, mais surtout ceux qui n'ont pas cru, qui nous ont donné l'énergie nécessaire pour leur prouver qu'on peut réussir. » Et je crois que la phrase de cette jeune fille-là caractérise parfaitement le parcours qu'on a eu avec Mohamed ces dernières années. C'est plus on nous disait « non, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas pour vous », plus ça nous obligeait à l'excellence, plus à la rigueur. Et parfois même, c'est vrai que dans les collègues qu'on avait avec eux, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais ouais, c'est bon, tout ce qu'on fait, c'est bien, c'est magnifique, on fait les choses. Mais notre vision, c'était l'excellence. C'était montrer que dans ces territoires, quand des hommes et des femmes s'y impliquent, on peut avoir cette culture de la réussite, de l'excellence. Bien sûr, dans un cœur. On n'est pas simplement à HEC, où on analyse des chiffres, où on vise simplement l'élite. Non, c'est pas ça. C'est l'excellence pour nous permettre de prouver encore plus aux autres que ce que l'on fait, ça a du sens et ça a un impact positif sur notre territoire. Donc l'objectif qui était le nôtre, et je remercie tous ceux qui ont contribué, c'était de dire que si on s'en donne les moyens ensemble, on peut changer les choses. Nous, on sait faire du business. Et on pense que l'entrepreneuriat, quand il est mis entre les mains de personnes qui sont impliquées, il a un impact social. Parce que quand tu crées ton propre emploi, c'est très très dur de le faire déjà. En ces temps encore plus, que le Covid créé, même si les statistiques ont dit que 2020, le nombre de créations d'entreprises ont explosé. On ne sait pas si des gens ils étaient au chômage, c'est pour ça que ça a explosé, ou s'ils avaient l'envie de le faire. Mais tout de même, je peux vous dire, pour ceux et celles des entrepreneurs qui ont traversé et qui traversent encore cette année, que l'entrepreneuriat en mode Covid, c'est pas facile, et psychologiquement, il faut tenir. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. On va y revenir justement, mais tu as raison, c'est vrai que des fois, un non, c'est plus motivant qu'un oui, parce que le non, il va te pousser à te dire, c'est en gros, ah ouais, genre je peux pas réussir. Exactement. Genre, moi, je peux pas réussir. Ok, on verra. Je crois que c'est, dans ton émission, l'un des facteurs, et si demain on devait conseiller, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de portes qui se ferment en face de nous, et l'entrepreneur, homme, femme, sa capacité d'aller de l'avant, elle se mesure au nombre de refus qu'il accepte et sur lesquels il dépasse. J'aime bien cette phrase. Et tu le vois, en fait, il y a ceux qui renoncent facilement et il y a ceux qui sont persévérants. Et alors, je vais paraphraser une phrase de Sefiu, qui m'a envoyé un petit message sur LinkedIn. Je le remercie. Sefiu, qui est un artiste dans le domaine du rap, qui est originaire d'Aulnay, et qui dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever ». Et je crois que c'est ça, en fait, dans l'esprit qu'on essaye de mettre. C'est l'adversité, elle existe, elle est là. On est né dedans, on parle de crise aujourd'hui, mais nous, depuis qu'on est petit, c'est la crise. Nous, dans le 9-3, dans ces territoires, on est né avec ça. Aujourd'hui, les gens partagent un petit peu avec nous les malheurs de la crise. Je m'en réjouis pas, parce qu'elle touche au niveau sanitaire et ça fait mal pour tout le monde d'avoir été impacté par autant de morts. Mais
au niveau de l'impact économique que ça peut avoir, dans ces quartiers-là, pour moi, on est en crise depuis toujours. Depuis toujours, on a des problématiques d'accès à l'information, des problématiques d'accès en tout genre. Et donc, nous, on a dû muter. Et donc, dans notre mindset, dans notre état d'esprit, on a fait en sorte que soit tu acceptes la réalité comme elle est, et tu composes avec, et tu vas de l'avant, et tu trouves des solutions. Soit, en fait, tu vas te complaire dans trouver des raisons à ta situation, pourquoi elle n'évolue pas. Nous, on a pris le pari de dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu composes avec et tu fonces. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Et c'est cet élément-là, et on retrouve beaucoup ces valeurs-là dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que nous, on a accompagné et on accompagne toujours avec grand plaisir beaucoup de personnes, mais on fait attention à ne pas les lancer dans l'entrepreneuriat sans être vacciné pour le coup, ou sans être préparé, parce que c'est psychologiquement très dur. Être entrepreneur, c'est décider de rouler en voiture, en plein brouillard, avec une visibilité de 0. Et les gens qui sont à l'arrière, tes collègues, tes salariés, te disent tu sais où tu vas ? Toi, tu vois rien du tout. Et tu dois leur dire d'une manière très rassurante oui, vous ne vous inquiétez pas, j'ai le GPS, je vois très bien. C'est ça la réalité. Être entrepreneur, c'est se lancer des défis. Il n'y a rien qui est garanti pour nous demain ni après-demain. Et ça, c'est une culture et un état d'esprit. C'est très éprouvant, très très éprouvant. C'est très chronophage aussi. Après, chacun conçoit, je dirais, son engagement. J'ai lu beaucoup de bouquins, et notamment un dont j'aimerais appliquer, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Malheureusement, moi, ma semaine de 400 heures. Donc, ma première galère d'entrepreneur que je voulais partager avec vous, c'est le temps, en fait. On a créé pour être libre, mais on est esclave quelque part. Alors attends, on va pas rentrer tout de suite dans les anecdotes. On va continuer un peu sur toi, parce que là, donc, tu parlais sur l'entrepreneuriat un peu en général. Ouais. Là, on va aller un peu plus sur toi. Bien sûr. Déjà, j'aimerais savoir comment tu es devenu entrepreneur la première fois, quel a été le déclic, comment tu t'es dit, en fait, c'est ça que je veux faire, je veux être entrepreneur. D'accord. Est-ce que je donne la réalité des coulisses ou je donne le on comme dans mes interviews ? Non, on veut que la réalité. Ah, donc là, en fait, tu es en train de me dire, Mokhtar, est-ce que tu peux nous donner la réalité ? Eh bien, en fait, la réalité, chers amis, puisque là, on est entre nous et qu'on est que... Personne n'écoute, hein. Oui, exactement, on n'est que 1 milliard à pouvoir l'écouter. Eh bien, tout ça a commencé, pas dans à Créo, mais bien avant. C'est... mon papa que j'accompagnais dès les plus jeunes âges, paix à son âme, qui nous a quittés l'année dernière, et qui m'a donné en fait cette envie d'entreprendre en fait. Et c'est une culture, je m'en rappelle, moi ça a commencé très tôt, c'est-à-dire les week-ends où tu voulais dormir tranquillement, comme tout le monde quoi. Comme tout le monde, tu te dis allez vas-y je vais faire la grasse mat. Ben non, papa il va dire allez Mokhtar va au hanout. Donc au départ, l'entrepreneuriat pour moi c'était vraiment une grosse galère. C'est-à-dire ça devoir... a commencé par une galère. Exactement. Et donc c'est là, tu poses bien la question Karim, ça a commencé comment ton aventure entrepreneuriale ? C'était une grosse galère, voire une grosse corvée. J'étais à Aulnay-sous-Bois, donc le week-end, notamment le dimanche. Mon père avait un magasin de prêt-à-porter situé à Bonneuil-sur-Marne, donc de l'autre côté, je dirais, de la région Île-de-France, entre le nord et le sud. Il fallait prendre le RER B, le RER A, le bus, etc. Je vous passe toutes les galères. Et donc, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire, en fait, à partir de l'âge de 14-15 ans, où j'allais l'épauler dans son autre petit magasin familial, où les week-ends, j'y allais, et je prenais tous les transports possibles et inimaginables pour aller passer quelques heures avec les clients là-bas. Et je crois que ça m'a donné aussi une vision de la vie, du mode de vie, parce qu'il travaillait beaucoup, donc il y avait une question d'engagement, de travail. Il gagnait en fait son travail sur de son front, et je crois que c'est toutes ces valeurs-là, elles ont finalement elles m'ont imprégné, un petit peu ma vision, ma compréhension. Et j'ai aussi
malgré qu'il avait des horaires longs, etc., il avait aussi il faisait ce qu'il voulait à l'intérieur, en fait. Et c'est cette dimension-là qui m'a toujours plu. Il est venu en France, il a commencé par des petits boulots, commencé dans le ménage, beaucoup d'années. Et après, puisqu'il avait quelques niveaux d'études, il était magasinier et il travaillait chez un grossiste à l'époque à Aubervilliers. Et le grossiste, finalement, lui dit « Écoute, c'est bien ce que tu fais. » Donc, il est passé magasinier, chef magasinier. Il lui dit « Si tu veux, je t'avance le stock pendant 6 mois, 1 an et je t'aide à te lancer. » Et c'est comme ça qu'il est devenu entrepreneur. Et tout doucement, en fait, l'aventure entrepreneuriale, elle a débuté ainsi. Et nous, quelque part, on l'a suivi, en fait. Et on a suivi un petit peu ce changement de situation, cette nouvelle vie d'entrepreneur, le temps que notre papa passait dedans, mais aussi de la partager avec nous. Bon, nous, on le vivait plutôt mal. Ouais, mais justement, c'est ça, parce que là, en fait, au début, tu me racontes une histoire où c'est l'entrepreneuriat qui t'a attrapé. Ouais, exactement. Mais à un moment, tu en es sorti parce que tu as fait des études, parce qu'après, tu as été salarié. Exactement. Il y a bien un moment où toi, tu t'es dit, en fin de compte, c'est plus une corvée, c'est ce que je veux faire. C'était quand j'avais décidé de lancer Créo, j'avais 2 choix en fait à cette époque-là. C'était soit lancer ma boîte, parce que j'avais un projet de création d'entreprise en 2003, celui de création d'une agence d'outsourcing au niveau commercial, que j'ai toujours en tête, que je créerai peut-être dans une future vie, ou soutenir l'action de Créo. Alors, je ne pensais pas quand on a lancé Créo avec Mohamed que ça allait prendre l'envergure que ça a pris. Je savais juste qu'il fallait que je mette l'énergie nécessaire, moi, Mohamed, tout le monde qui a travaillé, pour que ça soit excellent. Et les opportunités, parfois elles étaient là, parfois on les a perdues, mais l'énergie, on l'a mis. Et finalement, quand tu demandes à tout le monde, Karim, de réfléchir à l'entrepreneuriat, tu te sens un petit peu enfermé dans un bureau que tu connais très bien et que tu as l'ambition, toi aussi, finalement, de créer ton entreprise. Donc, j'avais dit à Mohamed, écoute, moi, je tiens la barque pendant 5 ans. Je suis resté là-bas quasiment près de 9-10 ans. Donc, il était temps de passer le relais. Voilà. Et donc, de lancer ma propre entreprise. Ouais, c'est vrai que ces murs, en fait, ils te piquent, hein, comme on dit. Nous, ils te mettent dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui m'a piqué aussi. Hein, ouais. C'est à cause de vous que je suis là aujourd'hui. C'est à cause de toi, Mokhtar. Ouais. Et donc, en tout, tu as monté combien de boîtes aujourd'hui ? Alors, j'ai créé trois sociétés de conseil. Une qui s'appelle Mokhtar Farhat Consulting, un auto-entrepreneur qui m'a permis de me lancer. Une société qui s'appelle Visionéa, qui est une société... C'était un centre de formation, et Starter qui est aujourd'hui. Après, je ne peux pas, pour des raisons évidentes, parce que je ne travaille pas à l'administration fiscale, donner ma fiche de patrimoine, sans quoi on va être en difficulté. Non, mais je suis Néanmoins, j'ai quelques participations dans d'autres projets. Alors, avoir des actions dans des projets, il y en a, ils ont réussi, il y en a, ils ont foiré. Et je pense qu'aujourd'hui... c'est ces 2 versants-là qui font ce que je suis aujourd'hui. C'est les expériences qui m'ont brûlé les doigts aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à être mon propre patron peut-être en 2013. 2013, ouais, quand j'ai quitté Créo. Donc, je vis pleinement de ça aujourd'hui. C'est pas une chose facile. Hein. C'est ce que je demande toujours quand je fais des formations aux entrepreneurs. Ils sont là, ils sont tous... tout en train de montrer leur modèle économique qui est le meilleur. Et ils sont là, une vingtaine, et quand je leur pose cette question fatale, qui ici se rémunère de son activité ? Eh bien, vous pouvez être étonné, mais généralement, il n'y en a même pas 1 ou 2. Donc, on est sous perfusion du Pôle emploi, de certaines aides, et permettre à un projet, à un entrepreneur de gagner sa vie de manière pérenne pendant plusieurs années de son activité, je peux vous dire que c'est quelque chose d'hyper important et que c'est pour moi un premier succès. Ouais, c'est très difficile. C'est un premier succès. Parce que entreprendre, c'est une chance. C'est je kiffe ma life.
Je kiffe ma life, je crée, etc. Bon, bah, il faut payer le loyer, mon gars. Il faut payer les courses, il faut payer. Et finalement, on a un train de vie, quel qu'il soit, mais bon, il y a un minimum d'entre 1500 2000 euros, voire pour ceux qui ont des trains de vie super, plus, mais il faut les sortir. Quand les aides ne sont pas là pour les aider, il faut que vous, votre activité, puisse les générer. Et c'est là où je pense qui est le premier challenge et la première galère de l'entrepreneur, c'est de réussir que ce qu'on aime faire, sa passion, entreprendre, créer et aller dans tous les sens, te permettent de te rémunérer. Et quand ça matche, tu es super content. Quand ça matche pas, la mort dans l'âme, tu es obligé de lâcher en fait ton projet entrepreneurial. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant oui, c'est une action, c'est super, on va s'amuser, on va faire des trucs. Et ils en oublient le principal, c'est que l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de gagner de l'argent, c'est d'en vivre. Et c'est la partie la plus difficile en fait d'une vie d'un entrepreneur aussi. C'est de pouvoir gagner de l'argent parce que c'est l'objectif premier. Et en même temps d'y associer sa vision, son plaisir et tout ce qui va avec. Exactement, Karim. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur accompli, après quelques années d'entrepreneuriat, c'est quoi une journée type aussi pour toi, du réveil au coucher? Tu fais comment, tu vis comment tes journées d'entrepreneur? Ok, donc moi, j'ai la particularité de gérer 3 équipes. 3 équipes, parce que mon modèle économique à Starter fait que j'ai une équipe ici en France, une équipe en Tunisie, et une petite équipe réduite au Sénégal. Donc, mon organisation elle commence le lundi matin à 8h25. Pour pas être précis. Oui, parce que je dépose le petit à 8h05, donc je suis au bureau à 8h25. Et j'ai la préparation, ce qu'on appelle du brief de la semaine. Donc, je passe en revue l'ensemble du planning de tous mes collaborateurs, avec les missions de la semaine, ce qu'on a signé, les deadlines. On a un petit outil de gestion de projet et on a un briefing des équipes de 9h30 à 10h30 tous les lundis. Et donc là, je fais ce qu'on appelle mon rôle de coordinateur de projet. Voilà, donc sur le pôle, j'ai plusieurs pôles. J'ai un pôle digital, j'ai un pôle brand, j'ai un pôle franchise. Donc c'est très dense, très chargé, les affectations des missions des équipes. Ensuite, après, j'ai une activité où normalement, vers les coups de 11h30, je dois avoir un rendez-vous quelque part à caser au niveau commercial. Souvent, Mickaël est avec moi. Donc, le midi, on a peut-être 30 minutes pour regarder une petite série. On aime bien avec Mickaël le déjeuner, regarder une petite série. Alors, ce sont des chroniques d'actualité. Lui et moi, on n'est jamais d'accord sur les thèmes, hein, mais on arrive à s'y trouver. Donc, on déjeune ensemble, on regarde une petite série. Et après, 14h, 14h30, on reprend, soit réunion Zoom avec des équipes, soit en fait rendez-vous client. Comme on a un planning qui est assez charrette entre la partie commerciale, entre la partie production et entre la partie partenariat. Donc le lundi, il est très dense. Il termine généralement vers les coups de 19h30, le temps de rentrer à la maison. Je rentre, je me pose avant que les enfants dorment. C'est très important. Parce que je n'ai pas réussi à le faire pendant beaucoup d'années, mais là, il faut que je m'y attelle. On a un rituel avec mes enfants, c'est que je dois raconter au moins 5-6 histoires quand j'étais petit. C'est super ça. Ouais. Donc, je dois leur raconter c'était quoi les bêtises que je faisais quand j'étais petit, quand j'avais leur âge, c'est quoi les roustes que je me prenais. et donc, finalement, ça leur permet, c'est pas la lecture du livre du soir, mais plutôt les anecdotes, que quand papa il était petit, qu'est-ce qu'il faisait. La vie du petit Mokhtar. Voilà, exactement, en fait. Avec l'ensemble des bêtises. Et je peux vous dire que moi, je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai 7 frères. Donc, pour eux, c'est magnifique de voir autant de personnes réunies sous le même toit. Parce qu'ils sont 2, ils se disent mais comment vous faisiez, comment vous mangiez, c'était qui faisait ceci, et c'était quoi les bêtises que vous aviez, et ton papa comment il s'occupait de vous. Donc voilà, donc très 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 intéressant. Donc on finit par les coucher toujours à l'écoute de 21h 21h30. Ensuite je vais manger, voilà, faut bien manger. Et pendant que je mange, je gère mes WhatsApp. Karim qui m'envoie alors l'adresse pour le rendez-vous Mokhtar, c'est où, c'est quand, etc.
Et voilà, je discute aussi avec ma femme parce que on a le bébé qui arrive, donc plein de petites discussions sur les projets. Mais je ne te rends pas Sur les compte, on est préparatifs. serré, et nanana, mais on va l'appeler comment, etc. Ouais, dans ma tête, je la gère en gestion de projet. Oui, t'inquiète pas, ça va arriver. Et donc voilà, donc une lecture ou quelque chose à lire avant de se coucher à 23h30, et hop, rebelote la journée qui continue, à peu près sur les mêmes modèles, sauf qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et est-ce que tu as un... Là, tu m'as raconté ta journée d'entrepreneur Ouais, en termes de travail, ouais. mais moi, je veux savoir aussi ta journée en tant que personne. Ça veut dire comment... Est-ce que tu as un rythme, toi, une hygiène de vie, tu te lèves le matin super tôt, Aucune. t'as- J'ai aucune t'es en hygiène freestyle. de vie. J'ai pris 8 kilos. Pour l'anecdote, hein, et là, qui vous parle de Mohamed Hadou, qui est notre célèbre responsable de Créo, qui est un ami avant tout, et qui me dit, bon Mokhtar, voilà, je te propose de venir avec moi à la salle de sport. Et ok, moi je me mets tous les matins sur la balance, elle ne veut pas baisser, c'est pas de ma faute. Et 90, 90, 91, 92, oh, tu vas aller où comme ça? C'est pas du chiffre d'affaires que je... faut baisser là, faut baisser. Et Mohamed qui me dit, écoute Mokhtar, tu veux pas venir à la salle de sport dernièrement? Je lui dis ouais. Et ben écoute, hein, une première journée de sport depuis, allez, peut-être 2 ans, Olivier Véran, président de la République, qui nous disent « Mes chers compatriotes, C'est ta faute, en fait. j'ai décidé de... et voilà. Et bah, c'est parti ainsi, donc fermeture des salles de sport. Donc j'ai fait une journée de sport et il a fermé toutes les salles de sport. Donc, C'est là que tu te dis, c'est pas pour moi le sport. Exactement, je me suis dit, c'est pas pour moi. Ma femme qui me dit, Mokhtar, t'es le plus gros poisseux du monde, en fait. Toi, tu essaies de te mettre au sport. J'ai ramené en plus ce jour-là mon short, mes baskets, tout. Toute la J'avais tenue. préparé, tu vois, ma bouteille de Gatorade, tout, tu vois, le vrai, quoi, tu vois. Eh ben, rien, non, reste comme ça, mange, deviens Et gros, en plus, etc. tu as mis le confinement, tout le monde a grossi pendant le confinement. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Un petit peu, je dirais, mes organisations, c'est que, mis à part cette année, j'avais pris l'habitude d'avoir un mode de vie un petit peu nomade. Pas nomade, mais en mouvement. En mouvement, c'est-à-dire que déjà, je suis jamais au bureau. Je suis jamais au bureau, je suis tout le temps en mouvement, je m'implante partout. Mis à part cette année 2021, habituellement, c'est un déplacement à Tunis tous les mois, un déplacement à Dakar tous les 2 mois, un déplacement en Chine tous les 3 mois. Et surtout, j'ai promis à mes enfants et à ma famille de passer du temps avec eux et donc de décrocher. La première fois que j'ai fait ça, je me permets, parce qu'on parle de Bien de sûr, mode oui, de vie, c'est le but. c'est que je me suis dit, tiens, il y a des moments que l'on loupe quand on est entrepreneur. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, donc j'ai dit une chose. Je vais travailler comme un malade, mais quand je vais en vacances, je vais en vacances. Et le modèle, bah, s'il se plante, tant pis pour lui. Et donc, en fait, on y va habituellement 3 semaines en Malaisie, l'été en Tunisie. Et l'année dernière, j'ai fait un pari fou, celui de partir, pas cette année-là, mais l'année dernière, 2 mois en Asie. 2 mois en Asie. Et j'ai dit, si je reviens et que la boîte elle est encore en vie, c'est bon. C'est bon, c'est Et validé. donc, en fait, on a fait un voyage, un périple avec mes enfants et ma femme en Malaisie, en Indonésie, au Japon. Un périple de 2 mois où on s'est vraiment retrouvés, ce que c'était hyper important. Et c'est ce que je me suis dit, c'est qu'on doit pouvoir couper et passer du temps avec eux. Autant nos activités entrepreneuriales durant la semaine, ils sont intenses, ils sont prenantes, mais autant on fait ça pour qui? Est-ce qu'on fait ça uniquement pour de l'argent? Est-ce qu'on fait ça parce qu'on est un forçat du travail? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça aussi pour passer du temps avec eux? Passer du temps avec eux, bah, c'est aussi s'éloigner, partir. Nous, on a une passion avec mes enfants et ma femme, c'est les voyages. Donc je me suis dit, tiens, bah, on va peut-être donner du sens à tout ça et se prendre, allez, peut-être se dire 90 jours, parce qu'on est patron, non? On est patron. Donc on devrait pouvoir s'octroyer ces 3 mois dans l'année par intermittence, découpé pour passer du bon temps avec sa famille. Ça, c'est mon modèle et c'est ce que je veux faire. Et c'est travailler speed pendant des périodes et faire des mini-coupures. Ouais, des grosses périodes de rush et puis Ouais. après une petite période pour se Voilà. reposer. Et donc avec eux, et pas rester ici à la maison, regarder une série, mais aller découvrir, aller voyager, aller expérimenter. C'est un petit peu ma conception
des choses et ce qu'on essaie de faire depuis 4-5 ans. Ouais, c'est vrai que c'est difficile voilà. pour un entrepreneur quand il se lance. Je l'ai vu sur plusieurs personnes. Tu bosses parce que tu veux nourrir ta famille et ça en devient ta priorité. Et c'est le fait de bosser qui devient ta priorité. Et puis tu en oublies les autres priorités qui sont de profiter aussi avec ta famille parce que le temps passe vite, parce qu'ils grandissent, parce qu'aujourd'hui ils sont là, ils te font des câlins. Demain, c'est me fais pas de bisous. Ouais, ça passe vite. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut pouvoir savoir mettre les choses en perspective et faire les bons choix. On passe à la partie des anecdotes croustillantes. Ouais, bah, de toute façon, là, sur toi, là, je t'ai demandé au moins 3 petites anecdotes, enfin 3 bonnes anecdotes. Alors, je sais pas c'est quoi une bonne anecdote, mais en tout cas, donc on commence par quoi? Bah, il y en a plein. Il y en a une, c'est le Covid. Il y en a une, c'est le premier contrat à plus de 100 000 euros. Et la troisième, je sais pas, j'ai pas trouvé en fait. Alors, tu trouveras pendant que tu raconteras les autres. Je suis sûr qu'il y en a plein. Bah, commence par, si tu préfères, tu veux laquelle? En fait, la première, c'est le Covid. Le Covid, en fait, je sais pas si c'est une anecdote quand même, mais c'est un truc que je voulais partager avec vous dans mes galères d'entrepreneur. Elle n'a pas vocation à nous faire rire, et elle, plutôt nous faire réfléchir. Et c'était en fait, finalement, comme tout le monde, suite aux annonces de confinement du 16 mars par notre cher président de la République, on en a connu des difficultés au niveau économique, mais celles-ci, pendant le mois de mars, elles étaient très particulières. Est-ce que tu t'y attendais? Genre, le jour où il a dit confinement, on ferme tout, tu t'es dit quoi? Moi, je me suis dit, ça va être chaud. Ouais. On voyait arriver... moi, pour le coup, en fait, en décembre, on voyait arriver en fait, les choses parce qu'on voyait nos amis chinois de chez eux à Yuan dans les balcons en train d'applaudir et nous on faisait qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont marrants ceux-là, c'est grave. Non, mais... Vous avez vu des gens comme ça qui au balcon applaudissent, mais on est dans quelle année là? 3 mois plus tard, c'était nous qui applaudissons dans les balcons. Sauf que nous, avec ma femme, on était partis en vacances. On était partis en vacances en Malaisie, notamment à Krabi aussi, et on voyait arriver, je dirais, un phénomène de masque. Là-bas, ça existe beaucoup, tu vois. Et ils avaient pris déjà conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait, à tel point qu'il y avait des contrôles de température dans les aéroports, il y avait le port du masque qui était obligatoire dans les aéroports, il y avait en fait une prise de température dans les hôtels. Tu sentais qu'il y avait une dynamique qui était mise en place pour commencer, les choses tourner en fait. Exactement, pour essayer de cadrer en fait tout l'aspect sanitaire. Quand on est revenu ici en France en mars, c'était, je me souviens en fait, je me dis mais il y a personne qui prend de température à l'aéroport. Il n'y a personne qui porte de masque. C'est un petit peu laissé au bonheur la chance, tu vois. Ouais. Et on dirait qu'on prenait ça à la rigolade. Quand j'ai fait mes premières formations dans le cadre de Créo, on rencontrait des gens. Ah tiens, mon vol, il a dû être annulé parce que je devais aller en Italie. Finalement, c'est plus possible. Et on a senti tout doucement monter une situation qui était italienne. Tout d'abord qui était chinoise, ensuite qui était italienne et qui s'est tout doucement diffusé chez nous parce qu'il y avait un cluster, tu vois, dans l'Oise, je crois, ou quelque part comme ça. Ouais. Et nous qui revenions de Malaisie, il y avait une directive, c'était nos enfants devaient rester à la maison pendant une semaine. Nous, on a été isolés avant tout le monde. Toujours précurseur. Toujours précurseur, toujours à l'avant. Donc on s'est dit, tiens, il est en train de se passer quelque chose. Mais de toi à moi, jamais, au grand jamais, l'ampleur de la situation, on l'avait pris en compte. Nous, à Starter, en fait, il y a une chose qui était déjà acquise, c'est que ça fait 5 ans qu'on travaille à distance. Donc les outils collaboratifs de travail, de management à distance, ça n'a rien changé. D'accord. Rien changé. Aucun impact sur la prod. Sur le chiffre d'affaires et sur les encaissements et le recouvrement, parce qu'on a de la créance client qui est à l'extérieur, c'était catastrophique. C'était, par défaut, les gens bloquaient systématiquement tout prélèvement. Je me mets en mode safe. Ouais. Je ferme tout. Ferme les vannes. Je ferme les vannes. Je ne donnerai rien. Non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Refus, prélèvement, rien. Les gens n'avaient pas de visibilité. Ils ne savaient
pas si ça allait être la fin du monde, la fin du business, la fin de tout. En mars, on était dans une sorte de flou. C'est pas le flou du brouillard. C'est limite, tu vas tomber dans une crevasse, tu connais pas la profondeur. Tu sais pas si c'est 1 mètre ou c'est l'infini. Et la particularité du premier confinement, c'était celle-ci. C'est du jamais vu. C'était quelque chose où tu ne peux pas prévoir, anticiper, organiser. Alors que le sens même d'un entrepreneur, de son boulot, de son job, c'est prévoir, organiser, anticiper. En gros, on nous a enlevé tous les outils, je dirais, qui nous permettent de travailler. Qui plus est, dans mon activité de conseil, j'ai une grande partie de conseil aux restaurateurs. Alors, ils sont tous fermés. Donc, c'était réunion de crise. C'était réunion de crise. Pour moi, c'était réunion de crise. Vous gériez ça comment, justement? Voilà, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que là, on rigole, mais c'était, les gars, modèle 1, on ferme. Modèle 2, on met en mode sauvegarde. On réduit nos charges d'exploitation. Notre principale préoccupation, c'était de ne pas licencier. J'ai 12 collaborateurs à Tunis. J'en ai 1 à Dakar et j'en ai 5 ici, direct ou indirect, à Paris. Donc, en fait, il fallait préserver l'emploi. Sur Tunis, on avait 2 gros bureaux, on en a supprimé 1. On a enlevé toutes les charges non essentielles à la patrie. Parce qu'il y a beaucoup de non essentiels. Et donc, c'est pour te dire que notre principale chose, ça a été de préserver les emplois. Les salaires étaient payés pour tout le monde. On a mis personne en chômage partiel et on a préféré sauvegarder, en fait, ce qu'on appelle, nous, notre prod, quoi, l'outil de production, c'est-à-dire les collaborateurs. Tu les as pas mis au chômage partiel, mais en même temps, tu n'avais pas d'activité. Donc, tu n'as pas profité de ce qu'a mis en place l'État, justement, pour pouvoir... Non, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que toute l'énergie, tout le savoir-faire de notre équipe, on l'a repensé en interne. C'est-à-dire, on s'est réunis avec mes responsables de pôle, on sait faire ça pour nos clients, on sait les conseiller à traverser des crises, on sait les conseiller, etc. Bon, gars, attends, il n'y a plus de clients. On va le faire pour nous. D'accord. Redéfinition de notre stratégie digitale, relance de création d'une nouvelle agence digitale, modification de notre modèle économique, modification de nos services. Donc, pendant 2 mois, on a retravaillé nos fondamentaux. Pendant 2 mois, on a puisé dans nos fonds propres pour payer nos collaborateurs parce que la situation économique de nos clients n'était pas terrible non plus et que franchement, le gars, il est en train de saigner. Et moi, je lui dis oh, tu me dois mes 5 000 €. En fait, il faut accepter, il faut faire le dos rond, il faut puiser dans ses ressources, il faut redéfinir un nouveau modèle. Et donc, on a mis à profit tout ce temps-là pour muter, nous obliger à muter. Non pas à pivoter parce que notre modèle existait et qu'il repartira, mais créer un autre modèle. Nous, on est sur du projet, donc c'est un input qui vient payer une fois, mais on n'a pas de récurrence. Un client rentre, il sort. Donc, c'était comment on crée de nouveaux services. Comment on crée en fait de la trésor. Comment on crée de la modernisation de notre savoir-faire. Et donc, tout ce travail-là, on l'a fait durant le mois de mars, avril, mai. Juin, ça tout a repris. On a rattrapé tout le chiffre d'affaires qu'on avait perdu. Nos clients sont repartis. Mais ça nous a permis, au mois de juin, d'avoir une nouvelle structure, un nouveau projet, un nouveau business à lancer, sur lesquels aujourd'hui, maintenant, on est en train de le mettre en œuvre. Donc, la grande difficulté, la grosse galère, et je peux te dire qu'elle était hyper stressante, c'est plutôt, émotionnel. Ouais. C'est-à-dire que là, quand tu as 23 000 € à sortir par mois et qu'il y a 0 qui est rentré, tu te poses des questions. Tu te dis, mais si ça ne reprend pas au bout de 2 mois, c'est mort, je vais devoir arrêter. Ouais. Et tout ça, tout ce temps, toute cette énergie, toutes ces années, tous ces rendez-vous, à cause d'un vaccin, d'un virus que tu ne vois même pas, c'est ça aujourd'hui qui, pour moi, la plus grosse des galères que j'ai eu à affronter toutes ces dernières années, c'était celle-là. C'était, est-ce que je vais trouver la ressource au sein de mon équipe moi-même
Est-ce que je crois en mon projet? Est-ce que je crois en mes capacités? C'était une remise en question totale. Il fallait rebattre les cartes absolument. Se reposer des questions, à se dire, faisons notre autocritique. Et ça, malheureusement, on n'a pas forcément tous le temps de le faire. Parce qu'on est pris, tu vois, par les clients qui demandent. Et ben là, il s'agissait en fait de définir. Donc, pour moi, la plus grande galère, c'est cette partie-là, en fait. C'était ces mois-là, très stressants. Mais en même temps, il fallait garder le cap. Il faut rassurer aussi les gens qui sont avec toi. Et c'est ça qui, pour moi, a été, je dirais, l'une des anecdotes, si on peut appeler ça, qui m'a fait que j'ai plus beaucoup de cheveux aujourd'hui. D'accord, mais c'est quand même intéressant parce que tu t'es dit que le modèle d'une entreprise, c'est d'être tourné vers l'extérieur et vers les clients. Et tu t'es dit, vu que de toute façon, j'ai plus de clients, donc je vais faire une sorte d'introspection et tout retourner vers moi. Et ça va nous permettre de retravailler la société en profondeur et de créer, comme tu as dit, peut-être de nouvelles entrées d'argent, de nouvelles manières de faire. Mais aujourd'hui, là, enfin, pas aujourd'hui tout de suite parce que c'est toujours un peu compliqué, mais l'idée, c'est que, est-ce que l'idée plutôt, c'est que quand le Covid sera terminé, on espère, ou en tout cas quand l'activité va bien reprendre, est-ce qu'il est possible après de cumuler les deux? Et donc, en fait, tu as modifié l'entreprise, t'en as rendu une entreprise un peu plus solide. Oui, exactement. En fait, tu as tout à fait raison. Et on n'a jamais autant bossé pour nos projets en interne. C'est comme un mec qui a sa maison, il y a toujours une petite fuite à gauche, à droite. Vas-y, c'est pas grave. Et là, en fait, il fallait consolider les bases, voire construire une extension. Le fruit, en fait, l'épisode, il a été... il y a eu un succès à la fin, parce que financièrement, on n'a pas eu de problématique. Je t'ai dit, on a récupéré le chiffre d'affaires qu'on n'avait pas fait sur les mois précédents. Mais on a muté. Plus jamais, en fait, on va se retrouver dans cette situation-là. Le modèle starter tel que je l'ai bâti est propice dans un cas de figure, mais c'est une merde absolue dans un contexte Covid. Quand tu fais des conseils à cette typologie d'entrepreneurs ils sont blackout, ça y est, t'es mort. Donc il faut muter. Et donc là, aujourd'hui, nous, on a pris conscience qu'on a 6 mois. 6 mois. Et on se bat contre le temps pour répondre à l'exigence client et bâtir notre radeau. Parce qu'en fait, on est en train de construire l'Arche de Noé. Et c'est ça, en fait. Et qu'on voit l'eau, elle monte. On voit avec le Covid, l'eau, elle monte. L'inondation, elle va arriver. Et l'arche, elle n'est pas encore bien construite. J'ai des fuites. Un peu partout. Voilà. Ouais. Et donc, pour pouvoir accélérer et mettre le moteur de l'arche, j'ai acheté des parts dans une boîte, dans le digital. D'accord. Pour me permettre d'accélérer, en fait, la transition digitale de Starter. Le modèle économique de Starter, il n'est pas du tout adapté, en fait, il n'est pas Covid compatible. Et donc, nous, plutôt que de le créer, de le structurer, etc., croissance externe. Combien ça coûte, etc., d'acheter une boîte, tac, hop, et il faut acheter cette boîte-là, la greffer à notre outil de production, on ira plus vite. Si on devait le faire, l'arche, ça serait jamais prête. Nous, là, comment on réfléchit, là, dans notre mental, enfin, dans ma mentale d'entrepreneur, il va y avoir une inondation, il va y avoir un déluge. Et ce déluge, il approche. Et donc, faut vite le radeau... à nager, là. Non, t'es mort si tu nages. Il faut l'arche de Noé. Tu vois, il faut bâtir l'arche. Et l'arche, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir un modèle économique qui puisse te générer un revenu récurrent par mois en prélèvement automatique sur des services que tu proposes à tes clients qui créent de la valeur pour eux et qui est nécessaire et qui ne peuvent pas enlever en temps de crise et de Covid et qui est indispensable pour eux et qui fait que ton modèle, lui, il est pérenne dans le temps. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce que on essaie de finir là pour sortir le bateau, là, c'est ce qu'on essaie de faire. Et on l'a déjà réussi à le faire. Signer un client, 2 clients, 3 clients, 5 clients. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est que le chiffre d'affaires que je faisais avec Starter, c'est cette agence digitale qui me le fait. D'accord. Et que ce que je fais avec Starter, ça va être du plus. Ça va être de l'ordre du bénéfice. Là, je suis à Starter, c'est 100%. La boîte digitale, elle est... Enfin, 90, là, c'est peut-être 10%. D'accord. Et je dois inverser ça en moins de 1 an. Mais pourquoi tu es pressé ? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est qu'on ne l'a pas vu arriver en 2020, part du principe aujourd'hui. Que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Pas ce qui va se faire. Ouais, non, ça va aller mieux. Non, part du principe, on doit pouvoir... pour moi, c'est un avertissement.
Tu vois. Bim. Oh là là. Ok. Bim. Et qui te dit qu'il ne confine pas pendant 6 mois, qu'il mute et que tout part en freestyle? Nous, il faut qu'on puisse travailler. La prod, je t'ai dit, avec le modèle que j'ai, je peux produire de n'importe où sur Terre, piloter mes équipes. À partir du moment où j'ai une connexion Internet, c'est bon. Mais rentrer l'argent, impossible. Je dois faire des clés de bras à mes clients, les tabasser tous les matins, débarquer chez eux avec une batte. C'est pas possible de faire ça. D'où le prélèvement par mandat, c'est pas. Donc en fait, là, tu me définis le business model par abonnement, en fait. Ouais. Bah, exactement, en fait. Ce que je veux te dire par là, c'est que on part à l'envers. Si on doit mourir, c'est à cause de quoi? C'est la trésor. C'est pas qu'on n'a pas de clients. On a grave des clients. Mais s'ils ne payent pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, en fait, on doit revenir aux fondamentaux. La trésor, chez nous, plutôt que chez nos clients. Et donc, en fait, aujourd'hui, on doit pouvoir créer en fait, de la trésorerie disponible chaque mois. Il faut qu'on sorte un point d'un service. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Et le plus proche de notre activité starter par rapport à nos clients, c'est en fait ces stratégies. C'est le community management, c'est le SOE, c'est la rédaction de contenu, c'est tous ces éléments qui constituent en fait l'obligation pour eux de communiquer. Sinon, ils sont morts. Bah, c'est ce que tu fais, Karim, mais tu es peut-être toi avant-gardiste là-dessus. Nous, on vient aujourd'hui sur un modèle où on a déjà un chiffre, on fait, je sais pas, entre 300 et 350 000 euros de chiffre d'affaires par an. Maintenant, il va falloir qu'on fasse 300 avec le digital. C'est ça, les objectifs. D'accord, voilà. Donc en fait, tu valides la maxime de ce qui ne te tue pas te rend plus fort, en fait. Ouais, ben on n'a pas encore terminé. Oui, mais ça veut dire que quand même, tu pars sur une logique où t'es pas parti à la salle de sport physiquement, mais le Covid t'a obligé à emmener ta boîte à la salle de sport pour la rendre plus forte. Ouais. Et moi, en fait, j'aurais pas arachevé un peu ma vision. C'est celle de bosser de n'importe où sur Terre et de générer du cash de n'importe où sur Terre. C'est un objectif que beaucoup de gens partagent, dont moi. C'est un objectif moi, mon activité, à atteindre en tout cas. C'est pas du business du web encore, mais c'est mon objectif. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai fait la première composante sur la prod. Il me manque la deuxième composante sur l'acquisition client et la trésorerie. C'est les deux enjeux. Une fois que... Moi, j'estime que les objectifs que je me suis fixés, c'est novembre 2021. J'ai un récurrent... j'ai atteint les 50-50. D'accord. Et sur 2022, je dois atteindre 90-10. D'accord, parce qu'aujourd'hui, tu es sur un modèle où pour avoir de nouveaux clients, tu es obligé de te déplacer à chaque fois, d'aller les convaincre. C'est ça que tu veux modifier? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même pour la réalisation de ma prestation, elle nécessite beaucoup de présentiel. Mais on l'a comblé avec Zoom, par exemple. Dans mon modèle starter, on a essayé de faire des clients ce qu'on appelle full Zoom. D'accord. C'est-à-dire l'acquisition par le web, la production à distance, la livraison des livrables à distance, l'encaissement, sans que je vienne de lui faire une clé de bras, c'est important, et la livraison finale et la satisfaction client. D'accord, mais ça c'est à partir du moment où tu as le client. Oui, mais la prospection. Donc ce processus-là, ça y est, tu l'as digitalisé. Ouais. Même l'acquisition, par exemple, c'était, pour prendre un exemple concret que je saluerais, notre ami Colibri Market, c'est une acquisition via le réseau LinkedIn. D'accord. Donc, bonjour Mokhtar, petit mail, échange, première réunion, rassurer le client de ce que l'on sait faire, qu'il y ait des humains en face qui savent réellement ce qu'ils disent et qui font ce qu'ils disent. Il a vu nos réalisations, je lui ai fait une offre, il a validé cette offre, une offre d'accompagnement dans nos grilles tarifaires, ni plus ni moins, et avec les livrables que l'on réalise. Et on l'a accompagné, on a fait l'ensemble des rendez-vous à distance. Il est à Voiron, à côté de Grenoble, donc c'est pas la porte à côté. Ouais. Et donc pour nous, c'était intéressant. On a des clients en Irlande, on a des clients en Afrique, on a des clients donc en Afrique, au Sénégal, en Tunisie. Et donc on a validé que même dans Starter, on a des clients à Paris, mais ils ne veulent pas se déplacer. je salue Rabat et le dossier Miel Moutet. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a sur le portefeuille client 2020, on a 5 projets qui représentent peut-être 70% du chiffre d'affaires qu'on a fait en full Zoom, quoi.
C'est super, ouais. Donc Ouais. ça t'a C'est-à-dire qu'on vraiment servi en fin de Ouais, compte. voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette expérience m'a montré, parce que, et tu vois, c'est ça qui est marrant, je sais pas. J'avais fait un salon de la franchise en février. Et j'avais beaucoup de prospects qui venaient de Nîmes, qui venaient de Montpellier, et qui venaient du sud, parce qu'en fait, ils remontaient beaucoup dans le sud. Et je me grattais la tête, je me dis, mais comment je vais faire cet accompagnement dans le sud? Y aller, faire un audit, travailler avec eux, c'est pas dans les mœurs, Zoom, qu'est-ce que tu me parles? Arrête de... Ouais. sois sérieux un peu, moi, Zoom. Et ben, t'as vu? Il y a eu en fait une accélération Ouais. de la prise de conscience de tout le monde, que bon, maintenant c'est quasiment un peu la norme. Mm. Le présentiel devient une option. Avant, c'était l'inverse. Ouais, mon gars, faut que je te vois, faut que je te touche, faut que je te... La faut limite, qu'on se discute, faut viens qu'on pas, voit d'abord. viens pas. Ouais, là, de Viens préférence, pas. viens pas même. Viens pas même. Première Tu vois, option, ne viens pas. Ce qui fait que nous, dans nos activités de conseil, on a dû repenser nos approches. Ouais. Et donc, en même temps qu'on fait muter nos services dans Starter, on prend cette partie-là. Mais comme tu dis, hein, si c'est le temps, en fait, c'est le temps de réflexion. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire avoir le temps de réfléchir à modifier son business. S'il n'y avait pas eu la crise, Justement, c'est ce je que serais j'allais te parti dire. en fait dans ce même modèle pendant 4 ans, etc. La crise, en fait, elle a eu un effet, c'est qu'elle a mis un électrochoc dans beaucoup de choses. Elle nous a obligés à nous re-questionner sur notre approche business. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que c'est salvateur au final. Parce que si je voulais avoir une activité qui génère du revenu, quelque chose, finalement, peut-être que je serais resté dans ma zone de confort, à avoir ma petite clientèle, à faire mon petit chiffre. Là, j'ai été obligé de muter ou je meurs. Ouais. Mais c'est souvent dans ces moments-là, justement, où tu n'as plus le choix. Voilà, vraiment, on n'a plus le choix. Là. Et c'est là où fait que tu changes et que tu te rends meilleur, que tu rends ta boîte meilleure. Parce que comme tu l'as bien dit, Ouais. s'il n'y avait pas eu cette problématique, Ouais. En fait, tu aurais gardé le même business model, Ouais. la même manière de faire, et tu te serais dit, je changerai, Ouais, je ouais. ferai, Ouais, je un vœu peut-être. pieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je serais enfermé dans un truc, tu vois, la roue de l'hamster, là, Ouais, a toujours tourné. la rat race. Exactement. Tu tournes. Tu n'as pas le temps de bouger parce que tu vas tellement vite à faire plein de choses que tu n'as pas le temps de réfléchir. Parce que tout est en mode automatique et que t'es enfermé. Et finalement, tu as décidé d'entreprendre pour prendre du recul et pour générer un outil qui produit. Parce que l'objectif, c'est pas d'être, comme dirait l'autre, le patron, c'est d'être le propriétaire. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, tu reviens dans Tim Ferriss la semaine de 4 heures. Ah ouais, bien joué, le pivot, il est bon. Voilà. Donc ça, c'était l'une des anecdotes dont je voulais vous partager, qui m'a fait perdre beaucoup de cheveux et pris beaucoup de poids. C'est celle de mes minces. Alors, comment je vais faire? J'ai une vie de famille, j'ai à peu près une vingtaine de collaborateurs sur différents projets. Ils me font confiance. Il y a une pression forte. Financièrement, j'ai pas de visibilité. Je fais quoi? Ouais, t'es obligé de trouver une solution. En fait. Et à des moindres mesures, on a connu des épisodes. Mais bon, t'arrives toujours à trouver un client, repartir. Mais là, je vous dis la vérité. Hein. C'était très, très difficile. Hein. Psychologiquement, voilà. Et pour pas un petit peu dévoiler ou spoiler la réalité de Starter, c'est qu'en même temps, j'ai décidé de racheter les parts de tous mes associés à ce moment-là. On en parlait justement avant. Et je me suis dit, ce mec est fou. Il y a le Covid, il se dit, partez, je vais me gérer tout seul. Ouais. Et effectivement, en fait, j'ai décidé, chers amis, de faire un choix, mais périlleux, mais le plus périlleux que je connaisse, c'est celui, en fait, de racheter une société alors qu'elle n'a pas de carnet de commandes, alors que finalement, elle n'a pas de visibilité au cœur du tourbillon, où tu n'as aucune. Et après, c'était un choix. C'est de leur dire, écoutez les gars, plutôt que tout le monde perde, comme mon nom est important pour moi, c'est une marque. Et donc, je vous propose de sortir et de vous racheter vos parts à un prix qui soit correct. Donc, prendre en fait ce challenge à ce moment-là, c'est mon fils qui me dit, mais papa, dis-moi, Adem qui a à peu près 12 ans, il me dit, mais
T'as bien réfléchi avant de racheter la part de tous tes associés là, de Starter pendant le Covid? Parce que franchement, je sais pas si c'était la bonne période. Hein. Parce qu'effectivement, imaginez-vous, Starter, c'était initialement 70% de clients de restauration. Pour info, ils sont fermés jusqu'en mars. Et encore là, il parle d'un autre confinement, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais bon, je pense que c'est des challenges. Sans vous confier la réalité, pour moi, c'était l'année la plus dure psychologiquement. J'ai fait des choix business qui ont été très, très, très durs. Il y a eu aussi beaucoup de péripéties. J'ai des participations dans des projets, par exemple, de restaurants, où là, je peux vous dire qu'on en bave et c'est pas évident. Donc, en fait, Starter n'est qu'une des sociétés où je suis actionnaire. Mais c'est mon activité principale. Mais dans toutes les autres, on s'est ramassé des tollés dans cette année. C'était pas une année facile, mais personnellement, je m'en sens un peu plus grandi. C'est pas juste pour dire ça pour le dire, mais on affronte les choses, je dirais, d'une autre manière maintenant. On pense que si, c'est surtout moi mars, avril, mai, parce que contrairement à ce que l'on voit là, le confinement, on n'avait jamais été habitué à celui-ci. On ne savait pas en fait c'était quoi un post-confinement, enfin on parlait du monde d'après. Ouais. Est-ce qu'on allait sortir de notre maison un jour ou l'autre, quoi. On ne sait pas, tu vois. Moi, je vous dis la vérité, franchement, j'ai utilisé l'argent de Starter pour aller acheter du riz, quoi. Du riz. Pour ceux qui connaissent, c'est un ami qui s'appelle Ben Omran, qui est spécialisé dans les fruits secs. J'ai dit, allô, tu me mets une palette une palette avec des pâtes, avec du riz. Mais Mokhtar, t'as utilisé la carte de Starter. Et alors, le contrôleur fiscal, quand il viendra, je vais lui dire, écoute, c'est ce que j'appelle le stock stratégique pour pas que je crève. Donc bon les gars, si j'ai un contrôle, vous dites pas que vous le saviez. Hein. Voilà. T'inquiète. Donc voilà pour l'épisode de Covid. Mais ouais, non, super anecdote. Et j'imagine que t'es pas le seul à être passé par là. Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs ont dû se gratter la tête. Tu fais heureusement partie des entrepreneurs qui ont réussi à trouver des solutions. J'imagine qu'il y en a qui sont comme toi, qui ont réussi à pivoter, à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais il y en a aussi beaucoup qui galèrent, donc on pense fort à eux et force Exactement. Et juste pour terminer sur ceux qui galèrent, avec Mohamed, dans le cadre du programme de l'accélérateur, on a eu grand plaisir de faire à peu près une centaine de rendez-vous Zoom à destination de jeunes entrepreneurs pour échanger avec eux durant cette période-là. Tout ça, bien sûr, de manière gracieuse, durant cette période. Et comme tu as dit, en fait, et c'est là aussi ma femme me dit, mais franchement, tu es un taré de première. Tu peux pas résoudre tes problèmes et uniquement tes problèmes. J'ai créé en fait un collectif qui s'appelle Entrepreneurs Solidaires, qui avait vocation à diffuser le maximum d'informations à destination des entrepreneurs pour leur faciliter. Et ils étaient nombreux à partager un groupe WhatsApp avec lesquels je donnais des bons tuyaux à titre bien sûr gracieux, mais pour que ensemble on arrive à sortir de là. Et ils ont été nombreux à me remercier. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que je pense qu'on a deux fibres, c'est celle de faire pas uniquement du business. Moi, je fais de l'entrepreneuriat, je fais pas de business parce que c'est une passion, mais je le fais aussi en souhaitant que ceux et celles qui partagent avec moi la même ADN puissent le faire aussi, quoi. Ok, top. Merci pour cette anecdote. De rien. Et c'est parti pour la prochaine. Alors, la prochaine, elle s'est faite, en fait... elle est dans la capacité du commercial. Là, en fait, c'est tu débutes dans ton activité, tu fais tes devis, tu sais jamais en fait si ça passe ou ça va pas passer. Et j'en ai une, en fait, c'est le premier contrat de plus de 100 000 € que j'ai signé. Parce que, en fait, tu vois, tu te fais des challenges, pas pour vous, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je marche par seuil. Donc, je fais un devis une fois... à 1 000 €, ok, ça passe, ouais, ton modèle il marche. Après, je fais un devis à 27 000 €, donc ok, je traite des objections, etc. Et un jour, j'avais une mission à chiffrer et je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire, si le client il avait la capacité financière. Mais bon, moi, quand on m'a demandé, j'ai fait mon étude, mon coût, les ressources que j'allais mettre dans ce projet-là.
Et il y avait écrit 105 000 euros, quoi. Je refais mes notes, comment ça va durer. Tu dis, mais mince, je présente comment, en fait, un devis à 105 000 euros? Alors que, tu vois, c'est de l'immatériel chez moi, tu vois. Ouais. C'est du conseil, c'est une étude, c'est du business plan. Tu dis, mais... Wesh, qu'est-ce qu'il va acheter? Après, c'est vrai que tu dis, mais non, mais ça va jamais passer. Avec 100 000 euros, tu peux t'acheter, je sais pas, un bon appart pour un appart, quand même. Ouais. C'est vrai, tu vois. Et c'est ça l'une de mes premières ventes, je crois que c'était la première vente de Starter que j'ai faite, et je me souviens encore, c'est de se dire, tiens, est-ce que c'est possible ou pas? Mm. Et donc, ben finalement, je suis allé au contact, j'ai présenté mon offre, j'ai défendu mon offre, j'ai argumenté, j'ai été persuasif, et j'ai signé. J'ai signé, et c'est bien de signer, mais il faut encaisser aussi l'argent et produire. Ouais. Mais c'est pour te dire que c'était ma première vente, tu vois, c'était ma première vente, et je m'en rappellerai toujours. Et donc, c'est de se dire, est-ce que je peux faire finalement ce challenge, en fait. Et bien souvent, quand on lance sa boîte, moi le premier, même si j'ai conseillé des gens, etc., c'est bien de conseiller, mais quand tu le fais, quand tu dois affronter la critique client, le regard client, tu dois justifier que ta boîte, elle a 3 jours. Parce que quand même, vous dit, voilà, Mokhtar, il a une grande expérience, mais en même temps, le cabis, il y avait écrit 5 jours, quoi. Alors, Ouais, comment c'est tu pas faux. arrives en fait, à faire une vente à 100 000 euros avec un cabis de 5 jours? Je crois que c'est ça l'anecdote que je voulais partager avec vous. C'est ça, en fait. C'est que, certes, votre boîte, elle a 5 jours, peut-être, mais vous avez capitalisé une grande expérience. Vous avez ce parcours qu'il faut absolument valoriser, parce que ce que l'entrepreneur il doit avoir à l'esprit, c'est que le client, en fait, il n'achète pas une prestation, il achète réellement, en fait, le bonhomme qui est en face, la confiance qu'il va accorder dans la capacité de mettre en œuvre le projet. Et donc, il faut croire en vous. Il faut croire en vous, parce que être entrepreneur, ça va avoir une dimension commerciale très forte. Parce que sinon, on reste en... J'aime bien faire ce que je sais faire, je suis passionné par l'informatique, je fais les sites. Mais mon gars, si on ne vend pas, Ça sert à rien. ça sert à rien. Et donc, j'en ai vu beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup. Ils avaient cette compétence technique, du savoir-faire métier, elle est importante. Et par contre, au niveau commercial, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous faire part de cet échange. Si moi, j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez pas le faire. Je suis le seul. Non, Ou non. alors, achetez mes services, Non, venez, je vous conseille. non, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'improvise pas. C'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai eu la chance, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais des bonnes bases sur une formation commerciale. J'ai fait les cursus de technique de vente. Mes profs de vente étaient des anciens de Xerox, avec des approches beaucoup business, pour certains à l'américaine, avec l'entonnoir de vente, avant avec le profil des... Et donc, ce que je voulais vous partager, c'est que c'est pas le commercial n'est pas quelqu'un qui parle bien, qui est un bonimenteur, qui te sort un petit peu tout avec son bagou. Non, c'est une technique, en fait. C'est vraiment une technique, c'est vraiment une approche par la technique, et dont, pour nous, entrepreneurs, si on ne l'a pas, et j'ai vu des catastrophes, c'est pour ça que je vous parlais de ce fameux contrat avec un cabis de moins de 5 jours à 100 000 euros, c'est pour vous dire que, effectivement, si vous n'avez pas cette technique et vous n'avez pas confiance en vous, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ouais, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir produire. Ça, on verra après. Vend, Bon, et après, on vend, voit. et après on voit. Non, mais sans être dans vend et après on voit, c'est les premiers pas de l'entrepreneur. Les premières marches, c'est vous qui les fixez, en fait. C'est à vous de définir, de faire créer cette aventure avec vos clients. Parce qu'on dit, ouais, mais j'ai pas de plaquette, j'ai pas de carte de visite, j'ai pas de référence, j'ai pas... Eh ben, on n'a tous pas. On a commencé quelque part un jour avec rien du tout. Mais il va falloir, en fait, se dire, tiens, je veux créer les conditions pour que ça réussisse. Donc, la deuxième anecdote, c'est qu'on peut faire
100 000 euros de signature avec un cabis de moins de 5 jours. Mais justement, quand tu l'as fait, quand tu t'es présenté au gars en lui disant voilà mon devis, 100K, alors, j'imagine que le mec il a pas dit ah ok merci et il a signé. C'est-à-dire que je pense que sur le coup il a dû se dire mon gars t'es bien gentil mais ça fait un peu beaucoup, tu vois. Ouais. Et comment t'as réussi à justement les techniques presque sur le métier du conseil, c'est une particularité, c'est que j'ai utilisé une approche collaborative. J'ai pas fait mon devis, je l'ai présenté. Je l'ai fait le devis avec lui. C'est-à-dire que j'ai donné les ingrédients. Ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Et ensuite, on a construit l'offre avec lui. Quelque part, il était partie prenante. C'est lui-même qui s'est mis les 100 cartes là. En fait, il a matrixé pour que lui-même il fasse la facture, le devis tout seul et qu'il dise maintenant je peux plus rien faire. C'est moi qui l'ai choisi. Après, le problème, c'est que si mes clients ils écoutent mes podcasts, je suis dans la merde. Mais c'est vrai. Ça dépend en fait de ce qu'ils veulent. S'ils veulent du temps, s'ils veulent de la ressource, s'ils veulent, je dirais, l'offre, elle se construit comme ça. Et la meilleure manière, c'est de ne pas l'imposer au client, de ne pas envoyer le devis, c'est de le faire quasiment avec lui en fait. C'est d'avoir cette démarche-là, on vérifie la solvabilité. Est-ce qu'il peut ? Parce que nous, derrière, on doit pouvoir réaliser, on mettra la ressource pour, mais lui, est-ce que financièrement, il peut assumer sa solvabilité ? À partir du moment où il peut assumer et qu'il a un besoin exprimé, que ça sert ses intérêts, c'est bon. Moi, j'ai pas d'autre état d'âme. Il a un besoin, ce besoin, on peut y répondre et il a la capacité financière. Donc, j'engage mon entreprise dans un projet où je sais que je peux aller au bout, j'ai la vision du projet et lui, il peut payer. Et donc, à partir de là, il faut le faire avec lui. Il faut le faire avec lui. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que on le voit aussi avec... des fois, pour certains, ils vont faire le premier client, ils se font les dents dessus. Tiens, c'est le crash test, j'ai gagné. Tout dépend en fait de votre bagou, de votre capacité réelle à créer de la valeur et de la confiance que vous pouvez avoir dans vos projets et dire au client, est-ce que tu me fais confiance à tel point que, voilà, il faut être... tu investis dans une boîte. Moi, il y a des clients, ils signent avec moi, ils ne signent pas avec une grande tôle parce qu'ils se disent, Mokhtar, lui, c'est Mokhtar qui va ouvrir mon dossier. C'est pas monsieur lambda. Je sais qu'il va... Et c'est nous, jeunes entrepreneurs, qui vont challenger des grosses tôles, c'est ce qu'on doit vendre, en fait. C'est que je vais m'occuper de ton dossier. Tu ne seras pas un numéro. D'accord. Tu vas représenter un intérêt stratégique dans mon organisation. Donc en fait, c'est du branding que tu fais. Tu dois faire du branding sur toi pour que derrière, les clients, ils te fassent confiance, toi, pour que tu gères le dossier. Il faut vraiment le faire derrière aussi. Exactement. En fait, quand tu débutes, tu ne vends pas la boîte. La boîte, elle n'est pas connue. Le logo, on ne sait même pas s'il est fait. Le cabis, on ne sait pas il est sorti. Donc, tu vends ta personne, en fait. Tu vends ton parcours, tu vends ton assurance, tu vends ton savoir-faire. Et donc, tu capitalises, en fait, sur... tout ce que toi, tu as pu réaliser. Et c'est là où il faut focuser. Il faut faire en sorte que le client ne s'arrête pas à la coquille, mais il s'arrête en fait à vous. Et c'est pour les émergents, ceux qui ont entre 0 et 3 ans, c'est ça qu'il faut vendre. On achète le bonhomme ou la nana, dans le sens où on lui fait confiance, on lui accorde un projet. Une fois que c'est fait, là, on capitalise sur les références. On va aller chercher de la clientèle où on marge et de la clientèle où on doit, comme des certifications. D'accord. Et qui nous permet en fait de consolider les appuis stratégiques de la boîte. Elle a des solides références. Parce qu'il va dire, mais t'accompagnes qui, toi ? Mais je peux te dire que quand t'as un cabis social, en fait. T'as un cabis de 15 jours, j'ai accompagné qui ? J'ai accompagné mes enfants à l'école, déjà. Déjà, c'est déjà pas mal. Après, j'ai accompagné qui ? Je sais pas. J'ai de l'accompagnement. Mais c'est vrai. Et comment tu veux faire, sinon ? On débute bien et on n'a pas tous la chance de pouvoir démarrer fort et vite. Donc il y a aussi un timing à respecter avec ça et capitaliser sur comme tu dis, le brand personnel avant tout et capitaliser ensuite sur l'entreprise en lui donnant des références sérieuses. Super anecdote en fin de compte parce que tu te retrouves dans une situation où tu sais pas comment gérer et que tu dois présenter un devis à 100K alors que c'est ton premier client, tu n'as pas d'autres clients à lui montrer, tu n'as pas de référence. Déjà l'offre, tu l'as écrit sur Word.
Ouais, voilà, tu vois. Donc en fait, t'as L'offre, rien. ça se trouve, tu l'as même écrit sur Excel, je sais Ouais, pas. ça veut dire que t'as rien et tu dois te présenter devant une personne qui va lâcher 100K. Tu vois, c'est quand même une somme, tu vois, peu importe Bien sûr, c'est une grande la, somme. Je te dis, c'est la un boîte. appart. Ouais, voilà, c'est un appart. Ouais. Et ouais, donc c'est une bonne technique en tout cas là que tu nous as présenté Ouais. pour pouvoir convaincre. Ouais. Top. Bah, on va passer à la troisième anecdote. Je Donc si sais, tu n'as toujours pas de troisième anecdote, franchement, j'en ai moi pas. je peux te lancer sur deux, trois Vas-y, pistes. vas-y, je t'en prie. Alors je vais dire un mot, tu me dis si tu veux qu'on continue ou pas. Vas-y. Politique. Oula, politique. Tu veux qu'on continue ou pas? Il n'y a pas de souci. Ouais, on va pas, je veux pas spoiler, je veux rien dire. Si tu veux en parler, c'est toi qui en parleras. Ouais. Sinon, on n'en parle pas. Bon, Mais déjà, je sais qu'il y a eu des galères. Ouais, non, mais- Je sais qu'il y a eu de belles galères à ce moment-là. Bon, après. Après, si tu veux, on n'en parle pas parce que c'est pas du non, domaine de non. l'entrepreneuriat direct, c'est de l'indirect. Non, mais Mais ça après. reste, t'as entrepris quand même quelque Ouais. chose. Exactement. En fait, je me fixe des challenges. J'ai rien à faire dans ma life, en fait. J'ai pas assez de problèmes avec des boîtes, avec des clients. Et en fait, c'est une petite anecdote aussi. C'est que en 2013, enfin exactement en 2014, j'avais un challenge parce que je suis déjà avant tout un entrepreneur, mais un citoyen éclairé avec une vision, celle que dans nos quartiers, on a tous un rôle à jouer pour que finalement on s'en sort et que notre salut ne viendra pas d'en haut, mais plutôt de l'action que chacun peut mettre en place au quotidien. Et donc, je crois beaucoup en fait à l'humain et aux solutions locales. Et donc, pour pas faire les choses à moitié, on m'a demandé, voilà, comme tout entrepreneur qui a une petite notoriété locale, c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu peux venir sur ma liste, le premier, le deuxième. Et donc, il y en a, ils sont à gauche, il y en a, ils sont à droite. Et finalement, ça correspondait pas forcément à, je dirais, mon parcours. Et donc, en fait, pour revenir sur cet épisode-là, donc, j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié, au lieu d'aller dans un parti, c'est de créer un mouvement. Et donc, ce mouvement, c'est lequel? C'est Aulnay vers le haut, je l'avais intitulé ainsi. Donc tu t'étais présenté ouais, pour être clair à la mairie d'Aulnay. Je me suis présenté, j'ai créé une initiative citoyenne et je me suis présenté aux élections municipales de 2014 sur une liste que j'ai créée moi-même qui s'appelait Aulnay vers le haut, ni de gauche ni de droite, mais vers le haut. Et donc c'était une superbe aventure, même s'il y a des galères ensuite plein la tête. Mais c'était un challenge en fait. Tu sais, je voulais moderniser un petit peu l'approche de ces partis un petit peu vieux et on avait fait une sorte de campagne éclair. En 3 mois, on n'avait rien. On a créé un nom, on a créé une marque, on a créé un lifestyle, une vision. J'avais composé une équipe, un communicant qui venait du Canada, un ancien conseiller de ministre, un staff. Et finalement, en 3 mois, on a créé une petite dynamique locale et qui a fait parler d'elle, qui était vue par les acteurs en place comme mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Et comme nous, on ne fait jamais les choses à moitié, ça a donné un peu de succès, puisqu'on a fait plus de 5,50, je crois, %, et ce qui est énorme pour, pour une ville de 85 000 habitants. Et pour un nouveau venu aussi. Et pour un nouveau venu qui fait 3 mois. Et parce qu'on avait fait une stratégie très digitale, très communicante, qui avait vocation à toucher des cibles qui n'étaient pas touchées par, je dirais, les politiques, avec un beau programme, un bon travail, comme vous savez que j'aime les faire. Mais tout ça, en fait, c'était pas pour faire carrière ou lancer un parti politique. C'était juste pour éveiller les consciences et dire qu'on s'en donne les moyens. Après, on peut venir sur n'importe quel marché, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la politique, créer un concept. Parce que moi, en fait, le Neverlo, c'était un concept. Et utiliser sa stratégie et rafler la mise, en fait. Grave. Bien joué, en tout cas. Voilà, mais malgré tout, là, tu nous as pas donné de galère que tu as vécu dans ce moment-là. Non, je peux pas. Il y en a trop, en fait. Tu peux nous raconter au moins une petite galère? Je peux dire que la politique, c'est pire que l'entrepreneuriat. Parce que en entrepreneuriat, en fait, tu as 3-4 concurrents qui font le même boulot que toi. En politique, tu as des crabes partout. Bon, après, c'était un petit peu folklorique, hein, mais bon, les galères, ça va de la menace de mort à l'intimidation. Mais bon, ça, on est un peu rodé de là où on vit, donc à la limite, on s'y fait.
Mais non, c'était une aventure. Mais dans la gestion de ton staff, justement, est-ce que tu as eu des galères avec des gens, dans le sens où tu leur faisais confiance, ça s'est pas passé comme Ouais, ça, bien comme sûr, tu bien as sûr, bien dû sûr, bien deviner, sûr, quoi. bien sûr, bah oui, la trahison est le maître mot en politique. Tu peux nous raconter une trahison? Non, 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 Bon, mais je vais pas te pousser plus que ça. non, en tout cas, juste te dire quand même que non, c'est un épisode que je trouve intéressant, qui fait partie de nos engagements citoyens. À refaire, je sais pas. Je sais pas si je le ferai parce que ça prend beaucoup de temps, hein. J'ai mis en stand-by mon activité pendant 6 mois et c'est lourd, c'est très très lourd. Ouais, c'est prenant, C'est j'imagine, prenant, psychologiquement, c'est sur ton 70 business et tout. personnes, c'est un staff de 70 personnes, c'est une PME, c'est une organisation, c'est une direction, c'est de la coordination. Et non, c'est une expérience riche. T'apprends beaucoup sur toi, sur les autres, sur la nature humaine, qui parfois est fait de bonnes surprises et de déceptions. Ouais, Mais j'imagine. je pense que c'est valorisant d'avoir eu une expérience comme celle-ci, parce que ça te permet déjà, d'apporter ta pierre à l'édifice dans la diffusion de... Tout le monde peut défendre une idée. On n'est Ouais, pas obligé de choisir de la merde, en fait. très beau message. Voilà. J'aime bien. Quand tu as commencé l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te faisait le plus peur dans le fait d'être un entrepreneur, dans la vie d'un entrepreneur ou dans les actions que tu allais mener? Ce qui me faisait le plus peur, Ouais, quand tu as commencé. c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire comme quelqu'un quand il a peur du vide. Il a peur du vide. Mais le problème, c'est que maintenant, quand tu es entrepreneur, tu t'habitues à plus avoir de visibilité. Et donc, tu te raccroches, en fait, à une organisation. Et ce qui te raccroche à ton organisation, c'est que comment tu n'as plus peur, en fait, Moi, j'avais vraiment... Moi, je suis un psychopathe. C'est-à-dire, je n'aime pas, en fait, l'imprévu. Tu viens en T'as vacances le avec bon moi... métier. Mais quand tu viens en vacances avec moi, il y a un planning, quand même. Je sais, je l'ai vu en plus, le planning, le Excel avec les trucs et tout, tu me Voilà. l'as déjà Il y montré. a un planning. Tu sais où tu vas aller quand tu vas aller à la piscine. Tu sais quand tu vas aller manger. Tu sais quand tu vas aller faire telle activité. J'ai une obsession de l'organisation. L'imprévu me dérange beaucoup. Je m'y accommode, mais il me dérange beaucoup. Ma vie, je l'ai organisée par de l'anticipation, de l'organisation. Je maîtrise absolument tous les facteurs pour pouvoir éviter que ça chamboule mon organisation. Quand ça chamboule, je suis très... je ne le prends pas T'es bien. pas bien. Ce n'était pas prévu au planning. Mokhtar, détends-toi, on va à la piscine, frère. Donc, pour répondre à ta question qui est très intéressante, c'est que la chose qui me faisait flipper, mais vraiment peur, c'est le manque de visibilité. Est-ce que ça va le faire l'année prochaine et celle d'après? Est-ce que j'embarque pas ma famille dans une galère sans nom? J'ai 43 ans, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que demain, je vais trouver un travail? Tiens, je crois, même si je devais trouver un travail, je sais pas. Comment je pourrais rentrer dans une case de travail? Ouais. C'est ça mon problème. Le mec, il va me proposer un boulot. Fais ça. Ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Juste ça. Impossible. Impossible. Donc, ma plus grande difficulté, enfin, ma plus grande peur, c'était en fait le vide. Et je l'ai... l'absence de visibilité. Et je l'ai corrigé par de l'anticipation et du planning. Pour faire simple, hein, le maître mot, c'est le chiffre d'affaires. C'est l'encaissement, donc forcément, il faut de la trésor, il faut rencontrer des gens, il faut faire du lead, il faut des prospects. Et donc, en fait, quand tu as compris ce mécanisme-là, tu sais que c'est des chiffres. Si je fais 20 rencontres dans le mois, bah, je vais signer forcément. Et donc, ces mécanismes-là qui font que toi-même, tu t'es rattaché à une organisation, elle te rassure. Et donc, finalement, la crainte que tu avais qui était là... Et donc, elle s'enlève parce que tu l'as planifié. Tu sais que tu dois avoir 3 rendez-vous cette semaine. Tu as fait tes 3 rendez-vous, C'est bon. c'est bon. Parce que c'est en fait la construction, l'entrepreneuriat, c'est comme l'édifice d'une pyramide. Quand tu le prends et tu le vois, il est énorme. Tu dis, je vais jamais y arriver. Mais quand tu le décortiques comme dans Astérix et Obélix, c'est des petites briques. Et elles sont à ta mesure. Et elles sont à ta portée. Donc finalement, l'accumulation de ces centaines et centaines de briques superposées d'une manière où tu as un plan, ta stratégie, ça va le faire.
C'est ça que j'ai appris ces dernières années dans l'entrepreneuriat. Ouais, super conseil, voilà. ouais. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est quand même, on en parlait tout à l'heure justement, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Ouais. Est-ce que tu as des plans, j'ai entendu parler, enfin il y a des gens qui font des plans, tu vois, par exemple à 90 jours, en disant voilà, je fais mon plan sur 90 jours, 90 jours après, je vois où j'en suis, j'analyse, je vois ce qui change, et je modifie, je refais un autre plan de 90 jours. Est-ce que tu as des stratégies un peu comme ça, ou vraiment tu t'es dit je planifie tout sur 1 an, après on verra, ou sur 2 ans? Non, moi je planifie tout sur 1 an et je corrige. Je corrige à la semaine, je corrige au mois, je rectifie le tir. D'accord, donc tu as des jalons, mais qui sont très petits en fait, une semaine. Non, c'est-à-dire j'ai déjà planifié tout. Je sais le chiffre d'affaires que je dois faire cette année. Ouais. Je sais les objectifs que je dois faire au mois de janvier, février, mars. Et en fonction de ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, je corrige. Okay. C'est-à-dire, en fait, c'est 2 temps. Un moyen terme, avec un long terme, parce que moi, j'ai mes notes. Ouais. J'ai un plan 2021-2026. D'accord. Que j'ai bâti. Que j'ai appelé le plan Reconquête. Excusez-moi. Donc, je l'ai. Il y a 16 points. Il y a des étapes que je peux faire en 1 an. Psychopathe, le mec. Reconquête. Reconquête terre perdue, ça s'appelle. Hein. Reconquête terre perdue. C'est Napoléon, en fait. C'est Mokhtar Napoléon Bonaparte. Non, mais après, tu me demandes. Moi, je te non, t'as raison. Non, je juge pas. C'est marrant, mais t'as raison, en fait. Voilà, j'ai un plan 2021-2026 qui intègre 3 dimensions, entrepreneuriale, personnelle et familiale. D'accord, ok. Voilà, donc... histoire de trouver un équilibre surtout, que tu vises un peu tes c'est-à-dire autant, en fait, il y a des trucs à la con dedans, excuse-moi, mais il y a refaire valider un diplôme pour moi, tu vois, en VAE, sur un truc que je sais faire, il faut que je case entre 2021 et 2026. Il y a formation en anglais, là-dedans, il y a écrit, tu vois. D'accord, c'est plus des objectifs que des plans, en fait. Dans un premier temps. Et après, toi, tu les adaptes. Exactement. En fait, moi, j'ai fait un plan, et après, je définis en objectif, et après, je définis une stratégie. Et donc, chaque année, j'ai des choses à faire. D'accord. Et je corrige. Parce qu'en fait, si tu as juste, en fait, je fais du chiffre, mais pourquoi ? Tu veux faire quoi ? Tu veux ramener tes enfants où ? Non, c'est une bonne vision, je trouve. En fait. Tu veux construire, tu veux t'éclater, tu veux faire une année sabbatique, tu veux faire quoi de ta vie ? Si tu n'as pas, en fait, le why, l'objectif, tu n'auras pas l'énergie, le gasoil, le diesel pour pouvoir, en fait, aller de l'avant quand c'est la merde. En fait, c'est ça, en fait. C'est que la ressource qu'il faut trouver, c'est « mais pourquoi je fais tout ça ?» Et il faut définir ton plan 2021-2026. Et celui-ci, toi, ton épouse, tes enfants, vous y êtes d'accord, vous êtes raccord, vous avez cet objectif familial et tu sais où tu vas les emmener. Et donc, toi, tu fais ta part du job. Et ta femme, tes enfants, ils font leur part du job. D'accord. Parce qu'il ne faut pas déconnecter l'entrepreneur de sa vie. Mais ça, tu en parles maintenant parce que tu as quand même une carrière d'entrepreneur, tu as fait des choses, etc. Mais est-ce que dès le début... Oui, tu as une expérience, on va dire, qui est plus ou moins grande. Non, je suis un psychopathe. Mais... aussi, mais est-ce que déjà, dès le début, quand tu as commencé, tu étais comme ça ? Enfin, tu avais commencé comme ça directement. J'ai toujours eu un plan. Un plan A, un plan B. Si j'ai pas ces plans, Karim, t'es pas bien. Je suis pas bien. Ok, voilà. Je comprends. C'est dit, c'est le mec qui va en vacances, il a un plan, c'est que, tu vois. Ouais, mais après, j'ai des plans, en fait, ils ont foiré. Ouais, bah oui. Et c'est là où tu dois te repositionner sur tes plans. Par exemple, j'avais un plan 2015-2020 où j'avais des objectifs et je les ai pas atteints. D'accord, merci. Et donc, Mokhtar. en fait, là, on les corrige. Voilà, c'est ça quand même. Pour terminer, en fait, j'ai quelques questions. Ouais. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand tu as commencé, ce serait quoi ? Un conseil à moi-même ? Reste dans ton taf. Viens pas ici, c'est très dangereux. Tu sais pas la galère que tu vas avoir, mon pote. Si t'es pas prêt à affronter toutes ces galères et que si t'es pas prêt à relever les défis et à perdre des cheveux et avoir des cheveux blancs, reste là où tu es. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais Mokhtar, c'est pas ce que tu disais à Créo pour l'entrepreneur. Ouais, mais j'étais fou avant. Il y a un peu de vrai là-dessus, c'est que moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir beaucoup accompagné des gens. Donc, c'est comme si j'avais eu 1000 vies. Beaucoup de leur expérience, je l'ai emmagasiné. Ouais. Beaucoup de leurs problèmes, je les ai vécus par procuration. J'ai connu beaucoup de galères. Ça ne m'a pas épargné de certaines galères, mais c'est comme si un mec, il avait lu
Galère du gars, ok. Quand le mec, il peut plus parler à son associé, quand le mec, il a des problèmes financiers, quand le mec, en fait, son modèle économique ne marche pas. Moi, j'ai eu la chance, durant ces années, c'est comme si j'avais fait un entraînement. Moi, Créo, en fait, j'ai aidé à la création de peut-être, je sais pas moi, 400, 500 boîtes, je sais plus, tu vois. Mais du rendez-vous, mais j'en ai mangé. Et des expériences humaines entrepreneuriales, j'ai une bibliothèque dans ma tête, elle est phénoménale. Et donc, j'ai accumulé l'expérience peut-être de 1000 vies. Donc, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et les conseils que j'ai eus, en fait, c'est surtout de ne pas rester seul, mon gars. Faut pas rester seul, faut être en meute, faut être en clan. Quand tu es tout seul, alors je dis pas il faut s'associer avec tout le monde, mais il faut avoir un clan entrepreneurial. Et il faut une bonne équipe, c'est pas tes associés, mais des gens avec qui tu partages. Tiens, j'ai une galère, qu'est-ce que tu en penses? Un écosystème qui peut te donner une vision, de tes problématiques, sans parti pris, sans un intérêt derrière. C'est travailler en meute. C'est dur de trouver des gens comme ça. C'est dur. Effectivement, c'est très, très dur et c'est pas chose facile parce que l'entrepreneuriat, c'est très prenant et on a tendance à s'isoler. Tu t'isoles parce que en fait, tu as tes objectifs, tu as ton taf, tu as ton organisation, tu as ta vie de famille et finalement, qu'est-ce que je vais aller... Et donc, c'est pour ça que moi, je squatte beaucoup chez les entrepreneurs. Pour vous dire, en fait, mes locaux sont à Saint-Ouen. Mais je suis tous les 6 mois dans les bureaux d'une boîte. Par exemple, aujourd'hui où je vous parle avec Karim, on est dans les locaux d'une société qui s'appelle Printea, qui est une société basée à Aulnay-sous-Bois. Merci Marwan. Merci il est derrière la vitre, il ne nous regarde pas, il ne nous entend pas, mais merci à toi. Si voilà, ce donc podcast. c'est pour vous dire que moi j'ai toujours marché en clan et en meute. C'est-à-dire parce que déjà je suis né dans une famille de 7 enfants. Parce que c'est une culture et c'est parce que en fait les conseils avisés des uns et des autres étaient clairs. J'ai un écosystème où j'ai mon expert comptable, j'ai un avocat conseil qui sont mes guides et ma vision. Je ne fais jamais les choses de ma tête. Et combien même, je m'instruis beaucoup, je lis beaucoup. J'essaie de gagner l'expérience des autres. Et je ne me suis pas fait tout seul. Je me suis fait parce que des gens m'ont accordé du temps, ils m'ont donné un petit peu leur secret de fabrication. Je lis, je prends tout. Je suis une éponge. Bon. Tu m'as fait la transition parfaite. J'allais te poser la question. Sûr. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui a changé ta vie ou qui a changé ta manière de voir les choses? Changer ma vie. Je sais pas. Qui t'a impacté. Ouais, tu vois, par exemple, La semaine de 4 heures. Ouais. Je l'aime beaucoup, ce livre-là, parce que, en fait, il a éclairé ma vision de l'entrepreneuriat par « ouais, mais tout ça, pourquoi ?» Et même si je sais que je ne ferai jamais 4 heures, j'ai trouvé que le concept de mini-retraite, c'est-à-dire, en fait, taffer et prendre un temps avec ses proches, ta famille, déconnecter, faire autre chose, c'est magnifique, ça, en fait. Plutôt que d'attendre une retraite à 70 ans, tu vas crever, tu vas faire 3 ans. Parce que tellement on est des suractifs, Ouais. On va crever. Les freins à main de temps en temps. Donc en fait, c'est pas je taffe comme un fou et après je serai retraité. Non, c'est taf, prends du bon temps. Taf, prends du bon temps. Taf, prends du bon temps. Mais ça veut dire que ma boîte, elle peut continuer à générer quelque chose sans toi. Moi, ma préoccupation, c'est comment mon modèle peut me générer de l'argent sans que j'ai besoin d'être là. Ouais, bah moi, en fait, tu vois, ce livre-là, justement, La semaine de 4 heures, c'est aussi un des livres qui m'a le plus impacté. Ouais. Et moi, par contre, ce qui me fait vraiment réfléchir, c'est le concept de muse. Tu vois, le concept d'avoir justement, comme tu dis, une entreprise qui travaille, qui génère de l'argent, sans que toi, tu aies besoin d'être là derrière. Pour que toi, tu puisses derrière faire tes mini-retraites ou faire comme ce qu'il dit dans le livre, apprendre à faire d'autres choses, tu vois, apprendre des langues, apprendre des compétences, etc., s'améliorer. Donc moi, c'est vraiment ça. Après, pour le titre La semaine de 4 heures, je crois que même lui, Tim Ferriss, il sait que c'est pas possible. Je sais que le livre, le titre, en fait, il a fait une stratégie marketing pour pouvoir le trouver et il a fait des pubs Facebook, etc., pour choisir et voir là où les gens cliquaient le plus, tu vois. Il sait que c'est pas possible. Mais voilà, ça a marché parce qu'il a accroché. Voilà, merci Karim. Justement, avant de commencer le podcast, Mokhtar, t'as répondu à un quiz que j'ai créé. Tu en penses quoi du profil qui en est ressorti et est-ce que ça te correspond? Écoute, il y a écrit tu es un combattant.
Ouais. Les traits qui te caractérisent, tu es ambitieux, tu as toujours un projet qui te passe par la tête. Je crois que ça à 100%. Et c'est ma femme qui en parle le mieux. Tu peux pas t'arrêter un jour. Et en fait, je crois qu'on est drogué par les projets, en fait. C'est pas tant l'argent, le business, c'est partir de quelque chose, d'une idée, la mettre en œuvre et la faire éclore. Donc tu penses que le résultat général qui ressort de ton quiz, il correspond à ta personnalité, à ton... Plus ou moins en tout cas, qui s'approche vraiment beaucoup de ce que tu es. Ouais. Je pense que il est intéressant parce qu'il donne, je dirais, un portrait robot succinct de parfois qui on est. Je me reconnais à 95% là-dedans. Ouais. Ok, message aux auditeurs. Hein. Si toi aussi tu veux savoir à quel profil d'entrepreneur tu appartiens, tu réponds au quiz sur galèred'entrepreneur.fr. Bon, le lien il est dans la description du podcast. Et envoie-moi un message sur Instagram pour me dire si ça correspond à la vision que tu as de toi-même. Et est-ce que dans ton cercle, tu as quelqu'un en tête là, qui a bien galéré et que tu peux appeler pour lui dire de passer sur le podcast Galère d'entrepreneur? Ouais, et me dis pas Mohamed Adou parce que je l'ai déjà appelé. Je suis déjà en contact avec lui, ça va se faire. Non, il y en a beaucoup. Après, voilà, quelqu'un qui peut nous raconter de belles histoires, de belles anecdotes. Ouais, dans mes clients, il y en a un, il est pas mal. Ouais. Il s'appelle Roule ma poule. Il dirige un concept qui s'appelle Roule ma poule qui est basé à Sevran. Et c'est maintenant limite un influenceur. Il serait très intéressant que tu puisses l'interviewer pour ce podcast-là parce qu'il a une expérience. Il était taxi, il a fait du stand-up, il a dirigé plusieurs restaurants japonais, français. Là, il développe un concept de boucherie. Et il a fait 1000 vies, quoi. 1000 vies, donc quand tu fais 1000 vies, tu as mis des choses à raconter. C'est top. Écoute, si voilà, tu me mets en contact avec lui, grand plaisir. Et écoutez bien, s'il ne me met pas en contact avec lui, je compte sur vous pour aller le spammer sur LinkedIn. Non, envoyez-moi vos messages sur LinkedIn. En tout cas, merci à vous tous d'avoir pris le temps. Alors, une dernière chose. Ouais. Après, on a terminé. Tu sais que j'avais rendez-vous à 16h, parce que je fais du surbooking et que Karim est derrière et qui nous attend. Ouais, non, mais c'est terminé, c'est la dernière chose. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une photo de toi sur Instagram, sur mon compte Instagram, Galère d'entrepreneur, Galère avec un S. Ouais. Et en fait, je veux que les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, on va essayer de voir s'il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, parce que là, ça fait quand même 1h30 qu'on parle. Un code promo. Non, c'est pas un code promo, mais je veux que tu me donnes un mot. Ouais. Et que les gens qui l'ont écouté, ça veut dire qu'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, ils viennent commenter en dessous. Ok, en dessous de la photo. Starters. Voilà. STARTERS. Exactement. Ok. Ceux qui écoutent et qui ont la force de nous écouter jusqu'au bout, déjà merci, parce que merci à vous. C'est cool. Et allez sur Instagram, Galère d'entrepreneur, sur la photo de Mokhtar, vous mettez Starters. Merci beaucoup Mokhtar. Merci à vous. Merci Karim. Salut.